Je demande à chacun d'entre vous de me proposer un nouveau concept pour la rentrée. Je viens de regarder une deuxième fois le pétage de câble de Globtopus, chroniqueur sur jeuxvideo.com. De 1 parce que les clashs sur internet c'est quand même assez divertissant, et de 2 parce que ce genre de réaction n'est pas surprenante du tout et témoigne de quelque chose de beaucoup plus large, celui du modèle économique pourri des vidéastes indépendants. Et je pense qu'il est grand temps d'élargir la discussion, d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Alors, let's do it! Tout commence par la création d'un nouveau marché avec une offre produite par les vidéastes indépendants et une demande de la part des spectateurs. Mais un marché c'est d'abord une rencontre, les vidéastes et les spectateurs croisent leurs regards, mais au début aucun des deux ne sait vraiment à quoi s'attendre, ni par quel bout prendre l'autre. C'est comme faire du sexe la première fois. Et comme le sexe, les participants d'un marché doivent apprendre à se connaître, s'intéresser à l'autre et expérimenter pour éviter de finir en gros frustrés mangeurs d'enfants. Pour ça, il faut s'attarder sur le Kamasutra. Non, il faut s'attarder sur le modèle économique. Mais alors, qu'est-ce qu'un modèle économique ? Eh bien, il s'agit du partage de la valeur ajoutée d'une activité, dans notre cas, la valeur ajoutée des vidéos produites, du divertissement, des savoirs et des discussions générées par elles. Voici les 3 grandes étapes qui nous intéressent. On a la production-création, la distribution et le financement. Au niveau de la production-création, ça a été grandement facilité, c'est ce qui me permet de réaliser Stupid Economics tout seul, comme un con certains diront, avec une webcam, un micro et beaucoup de temps. Pas besoin d'investissement, être vidéaste c'est donné à tout le monde. Sous réserve des termes et conditions applicables, modifiables et non taxables en prévision de l'article 2 du code de source et d'individu. Grâce à ça, le nombre de vidéastes a juste explosé, le nombre de vidéos également, et ça crée des nouveaux usages. Qui regarde encore la télévision aujourd'hui ? Mais puisque j'en parle, la télévision c'est un média de la rareté, il y a 24 heures par jour et il faut mettre les meilleurs programmes dans ces 24 heures. Du coup la sélection des programmes se fait principalement en amont. Les plateformes vidéo, c'est le contraire, c'est un média d'abondance. Mais l'abondance autant que la rareté génère une compétition entre les producteurs, et si le terme de compétition rebute certains d'entre vous, je vous rassure, cette compétition n'a pas besoin d'être assumée, souhaitée ou même acceptée pour être là. L'économie, parfois, c'est juste plus fort que toi. Attention, ça n'empêche pas de voir cette activité également comme un loisir, de la même manière que la musique par exemple. La distribution, elle, est dominée par un acteur bien connu, YouTube, et 2 choses sont importantes, sa situation de monopole et la notion de masse critique. Cette masse critique, c'est le nombre hallucinant d'utilisateurs et de vidéastes qui placent la plateforme hors d'atteinte de tout rival. Tout le monde est sur YouTube, donc tout le monde poste sur YouTube, donc tout le monde est sur YouTube, donc tout le monde poste sur YouTube, donc tout le monde poste sur YouTube, donc tout le monde... Je me suis perdu. Quant au monopole, c'est le fait d'écraser la compétition bien comme il faut. On peut également considérer que jeuxvideo.com entre dans cette catégorie avec un certain monopole et une masse critique. Mais le court-termisme est l'ennemi numéro 1 des masses critiques. Au fond de l'affaire à suivre. Et on arrive au financement, à savoir à qui et comment la valeur ajoutée est distribuée. Cette partie est généralement maîtrisée par la distribution, parce que c'est elle qui est en contact avec la demande. Et YouTube fait pas exception à la règle. Le modèle économique qu'il propose est basé sur le CPM, un terme publicitaire qui signifie le coût par millier d'impressions. Et le financement influe énormément sur la production, une rémunération au volume et c'est du volume qui va être produit, une rémunération qui encourage la qualité et c'est de la qualité qui va être produite. Bref, la rémunération c'est un incentive, et ceux qui suivent Stupid Economics savent très bien ce que c'est. Ce type de financement, le CPM, a peut-être tendance à récompenser davantage la quantité que la qualité, mais surtout il récompense la création de contenu à faible investissement pour la masse. En soi, j'ai rien contre la masse, mais... allez si, un peu quand même. Parce que le problème, c'est que diffuser du contenu en français ou non humoristique ou pour une audience de plus de 18 ans, c'est déjà ne plus produire des contenus pour la masse. Heureusement, des systèmes de financement alternatifs répondent en partie au problème du financement made in YouTube, et ce dernier cherche également à adapter son modèle économique, ou du moins le modèle économique qu'il propose. Quand on résume tout, on a producteur en compétition, YouTube qui distribue et YouTube qui finance. Quand une entreprise en situation de monopole maîtrise à la fois la distribution, le financement, ça devient franchement compliqué pour les producteurs. Et ce, même si cette entreprise a des bonnes intentions et souhaite promouvoir des contenus de qualité. Je mets pas ici en cause du tout les intentions de YouTube. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts supplémentaires pour garder les vidéos sur leur plateforme, et que si pour une raison ou une autre les chroniques sont enterrées ou la monétisation est refusée, eh bien... Et ça, c'est une très mauvaise situation pour développer quelque chose de viable. C'est une des raisons qui fait qu'aucun média dit traditionnel n'est réellement présent sur YouTube. Bon, il y a sans doute d'autres raisons, mais... メイちゃん、プッスまた最低だよ。お父様の願いに従います。俺がおならしただよ。 En fait, on a la parfaite illustration avec le pédage de câble de Globtopus, qui a pour origine un lecteur de vidéos non fonctionnel, donc vidéo enterrée, donc pas de revenus. Et JVC n'a pas de compétiteur sérieux prêt à récupérer les chroniqueurs insatisfaits avec le même type de contrat, du coup Alors que pour les vidéastes comme pour les spectateurs, je pense que l'enjeu est particulièrement important si on veut éviter les souffrances actuelles et à venir. La télévision s'approche petit à petit du crime contre l'humanité, alors que les vidéastes indépendants produisent des contenus de plus en plus ambitieux tout en étant dans des situations précaires. Et je parle pas simplement de précarité du type je mange des pâtes à midi parce que mes vidéos me rapportent rien.
mais également de la précarité du je souhaite investir dans mon activité, produire des vidéos de meilleure qualité, mais aujourd'hui je ne peux pas parce que j'ai pas les ressources et parce que même si je les avais, je suis pas sûr de les avoir dans 2 semaines. En plus de ça, il me semble souhaitable qu'à terme, les vidéastes, surtout les vulgarisateurs, sortent de leur chambre. Pas pour aller dans la forêt la plus proche, mais pour aller à la rencontre de leur matière première, la connaissance. Parce que si la connaissance s'amasse en masse sur internet, ce sont bien des cerveaux qui la mettent là. Et la perspective de rencontrer ces cerveaux me paraît être une des conditions nécessaires pour que la vulgarisation des vidéastes accède à l'étape ultime. En gros, on a Jamie, on a la petite voix, mais on manque de Fred. Notamment parce qu'un Fred, ça nécessite beaucoup de ressources. Alors, comment améliorer le modèle économique des vidéastes indépendants ? On peut agir sur la production, par exemple en réduisant la compétition entre les vidéastes, en mettant en commun les moyens de production ou en créant des labels ou des syndicats. Ou sur la distribution, en diversifiant les canaux, en cherchant à se rapprocher des spectateurs ou en créant un compétiteur au monopole actuel. Ou même sur le financement, en se détournant du CPM au profit du don, du financement participatif, de la publicité, du contenu payant, du mécénat ou d'autres choses. J'en oublie sans doute, mais je pense que les modèles économiques qui vont émerger vont s'appuyer sur une ou plusieurs de ces solutions. Ce qui est certain, c'est que les vidéastes expérimentent de partout et que c'est vraiment intéressant de suivre les évolutions. Ces évolutions apportées par exemple par Tipeee, Patreon, Kickstarter, Nesblog, le studio Bagel, Golden Moustache ou la vidéothèque Alexandrie. Des trucs bizarres dehors. Mais j'ai beau chercher, je trouve pas beaucoup de réflexions sur la manière de créer un marché efficace permettant d'augmenter et de mieux partager la valeur ajoutée créée par l'ensemble des vidéastes indépendants. Puisqu'a priori l'économie c'est mon sujet, je pense qu'il serait intéressant de se pencher sur ce marché en création, pour voir notamment comment les vidéastes parviennent aujourd'hui à inventer un modèle économique pour en remplacer un autre qui n'est pas forcément à leur avantage. De voir aussi comment ça se passe à l'étranger, et puis de voir si en étudiant tout ça on peut pas créer un mode d'emploi ou trouver des modèles plus efficaces.